Mademoiselle, monsieur, on démarre ce bloc-notes avec vous, Marie, et un dossier que notre partenaire, le magazine Géo, consacre ce mois-ci à Cuba. C'est un dossier, quoi, tout le Géo de ce mois est cubain. Est consacré à Cuba, effectivement, et vous avez un article en particulier qui a attiré notre attention. Oui. C'est Cuba et la Révolution verte. Cuba a fait sa Révolution verte depuis très longtemps. Les écologistes du monde entier en rêvent et les Cubains l'ont fait. L'île s'est convertie en agriculture biologique. Et ça fait 20 ans que ça dure. Ça s'est développé comme nulle part ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, eh bien, le pays compte 400 000 exploitations agricoles. Qu'est-ce qui s'est passé? L'embargo, l'effondrement de l'URSS, on est au début des années 90. Les habitants vivent une véritable crise, ils ont faim. Et donc, dans un mouvement, on va dire, de spontanéité, ils décident en fait de cultiver des potagers et de semer partout où c'est possible. Ils vont le faire entre les maisons, sur des terrains vagues, sur d'anciens... oui. Voilà, vous voyez, l'agriculture urbaine. Urbaine, agriculture urbaine, exactement. Donc partout où c'est possible, ils vont le faire avec leur manière à eux, avec les moyens qu'ils ont, et entre autres, sans pesticides et sans engrais chimiques. Aujourd'hui, le pays est devenu le premier, un modèle, le numéro 1 mondial de l'agriculture urbaine biologique. Alors justement, comment ils ont fait aujourd'hui pour être un modèle dans le monde entier? Explication, regardez. Aujourd'hui, Cuba est numéro 1 mondial de l'agriculture biologique urbaine. Comment en sont-ils arrivés là? En fait, ils se sont retrouvés dans une situation difficile au moment de la chute de la Russie, au début des années 90, où tous les intrants qu'ils avaient, que ce soit des machines agricoles, des engrais, du pétrole, etc., ils n'ont plus eu accès. Et leur seule manière de survivre a été de se mettre à cultiver tous les espaces possibles. Donc en ville, que ce soit les toits, les balcons, les friches industrielles, voilà. Et en 20 ans, ils sont devenus les numéros 1 mondiaux de l'agriculture familiale, urbaine et périurbaine. En fait, finalement, les Cubains, au départ, s'ils ont eu cette idée-là, c'était essentiellement pour se nourrir. C'était pas dans le but écologique, comme on pourrait le croire. Voilà, au départ, c'était pas pour sauver la planète. Au départ, c'était pour se sauver eux, c'est-à-dire donner à manger à leurs enfants. Puis en fait, ils se sont aperçus que ça crée aussi de la richesse, ça leur permettait de gagner plus d'argent que d'avoir un travail classique, on va dire, d'informaticien ou même de médecin. Ça leur permettait de créer du lien, ça leur permettait de reverdir leur ville. Donc voilà, il y avait plein de bénéfices secondaires. Mais le premier, c'était avant tout de se nourrir, parce qu'il n'y avait plus rien qui rentrait à Cuba. Donc l'État donne accès à la terre. Donc ils ont arrêté leur politique de grandes fermes étatiques qu'ils avaient à la période soviétique. Donc ils ont acté de donner des petits espaces à des personnes qui se mettaient à cultiver ensemble. Ils leur donnaient les semences. Donc c'est vraiment donner les moyens à ces familles de se nourrir. Et donc ce que fournit la famille, c'est du travail humain finalement, c'est du temps, c'est cultiver ces terres. Et les Cubains sont usufruitiers de ces espaces pour lesquels d'ailleurs ils reversent 20% de leur récolte pour être utilisés dans les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, et ils gardent même 80%. Ils sont capables aujourd'hui, sur une ville comme Cuba, sur les légumes, d'être autonomes à plus de 85%. Donc ils produisent vraiment localement ce qu'ils consomment. Donc plus de transport, plus de dépendance. Donc du coup, aujourd'hui, avec le rapprochement des États-Unis, on se demande finalement si cette expérience va durer. La question, c'est comment aider les paysans cubains à faire en sorte qu'ils résistent aux sirènes des entreprises américaines, que ce soit sur les OGM ou les pesticides. Favoriser des échanges avec d'autres paysans qui ont connu ces sirènes et qui n'y ont pas succombé. Comme au Bénin, ils ont refusé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et ça continue. Parce qu'il y a une mobilisation paysanne. Merci beaucoup. Merci. Ah, ça va pas être facile de résister, effectivement, si jamais Il y a un petit risque, les grandes compagnies américaines leur tombent dessus. Enfin, ça, ils pour en ont l'instant, peur. ça reste urbain. C'est urbain, effectivement, mais c'est vrai qu'ils ont peur. Ils ont peur, effectivement, que les pesticides arrivent, mais donc ils vont devoir se battre, ils vont devoir, eux, à leur tour, du coup, prendre exemple sur les autres pays qui, eux, se battent comme la France. On se bat, nous aussi, contre les pesticides. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un tel niveau de connaissance que vous avez des délégations du monde entier qui viennent voir comment ils travaillent, quelles sont leurs méthodes de travail, ce qu'ils utilisent, comment ils font. C'est extraordinaire, mais ça fait 20 ans que ça dure, William, 20 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment un exemple pour le monde entier. C'est la question qui était posée souvent à l'époque, c'est comment ils se nourrissent. Ben, comme ça. Comme ça, ils exactement. Ils font leur propre potager. Merci beaucoup, Marie.